Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui a un gros problème puisqu'il va vous parler d'un film qu'il n'a pas vu et que vous ne verrez pas non plus précisément d'un film que ni vous ni nous ne verrons tel que son créateur l'avait imaginé puisqu'il sort très discrètement dans une version dégradée, je crois que c'est le mot juste. Ce film, c'est Un jour dans la vie de Billie Lynn d'Angly, dont on va tout de même tenter de causer avec les deux fiers soldats de la critique réunis autour de la table ici à l'Antenne Paris, Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Allez, c'est Nos Ciné, épisode 69 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors avant de disséquer le problème essentiel entre la conception du film et la version projetée en France, disons tout de même un mot du film. Le Billie Lynn du titre est un soldat incarné par Joe Alwyn, propulsé au rang de héros après qu'il se retrouve filmé en Irak en train de tenter de sauver le sergent de son unité, sergent interprété par un Vin Diesel tout à fait excellent. Le sergent ne s'en sort pas, mais les images de son sauvetage rendent l'unité baptisée Bravo célèbre dans tous les États-Unis. Les voilà donc ramenés au pays le temps d'une tournée qui se conclut par une apparition à la mi-temps d'un gros match de foot américain à Dallas, au Texas, d'où est originaire Billie Lynn. Angly nous promène entre l'Irak et ce stade démentiel dans un bras de fer bouleversant entre réalité du combat et la version distordue et glamourisée que nous vend la société de l'entertainment. Ça n'est jamais naïf, jamais cynique non plus. C'est un vrai cri d'amour à ces gamins des classes populaires partis mener une guerre dont les enjeux les dépassent et dont personne au pays ne veut entendre la véritable histoire. The first time in my life, I feel close to something bigger than myself. We just open the door a crack. The light comes pouring in. Alors, outre Alwyn et Diesel qui sont tout à fait formidables, tout le cast est au diapason, que ce soit Gareth Edlund, Kristen Stewart, Arturo Castro qui joue dans Broad City, Steve Martin, Chris Tucker, beaucoup d'acteurs comiques pour un film qui est pas si drôle que ça, et donc parfaitement mené par Ang Lee, même si donc le principal problème du film c'est qu'il a été tourné en 4K, en 3D à 120 images par seconde, pensé avec cette précision, cette puissance visuelle, et que nous l'avons vu, comme vous le verrez en salle, en 2D à 24 images par seconde. Personnellement, j'ai réussi à m'en affranchir la plupart du temps, à oublier ça parce que le film reste bouleversant malgré tout, mais c'est quand même un vrai problème. On peut peut-être commencer par dire un mot de tout ça, Arnaud. Ouais, moi j'ai eu du mal à m'en affranchir, quoi, vraiment, parce que c'est. Je sais, on était tous les trois dans la même salle. Ouais, mais encore une fois, c'est vrai que c'est un très beau film, hein, mais j'ai eu l'impression de n'en voir que la moitié, quoi. Et systématiquement, quand il y avait une grande scène qui arrivait, j'avais l'impression de rester à mi-course, quoi. C'est un vrai problème parce que c'est pas exactement comme par exemple un petit film d'horreur tourné en 3D qu'on verrait en 2D et on loupe quelques effets de jaillissement, des trucs comme ça. Là c'est pas ça. C'est clairement perceptible dans la version 2D que toute la mise en scène du film a été pensée en fonction non seulement de la 3D, mais enfin en tout cas de l'adjonction de la 3D et de ce format à 120 images secondes. Il y a par exemple beaucoup de très gros plans sur les visages avec des regards face caméra où les personnages donc s'adressent régulièrement à la caméra, donc qui sont des effets de style dérangeants, quoi. Enfin en tout cas auxquels on n'est pas forcément habitué, en tout cas à cette fréquence-là à l'intérieur d'un film. Donc du coup il y a une vraie gêne qui sape les scènes en elles-mêmes, quoi, je trouve, en tout cas qui ne laisse pas déployer toute leur puissance, quoi, émotionnelle. Et du coup, donc oui, ça a été un vrai problème dans la vision du film pour moi, quoi. Et je trouve ça mais proprement scandaleux qu'on en France, on se prétend la patrie du cinéma, on a plein d'organismes dédiés à ça, on fait vivre des films de merde en y injectant des subventions à tir à l'arigot, les chaînes télé se mettent en quatre aussi pour nous abreuver de conneries, il y a des montagnes de fric qui partent dans des trucs complètement vides, et on n'est même pas capable de sortir un film qui est proprement révolutionnaire. Je rappelle la tagline qu'il y avait dans la bande-annonce américaine, quoi, du film. Souvenez-vous que tout a commencé ici. Je veux dire, Ang Lee, il a clairement pensé ça comme un projet révolutionnaire, et ce projet-là, on ne pourra pas le voir en France. Je veux dire, quand on voit aussi l'état de nos parcs de salles, qu'on n'ait pas une salle IMAX digne de ce nom en France,
c'est scandaleux. C'est parce que le cinéma, il est là, il est vraiment là. C'est dans ces choses-là qu'on doit permettre sur lesquelles on doit permettre de donner accès au public au cinéma qui se fait maintenant et qui se fera demain, quoi. Donc là, voilà, on a un film qui est proprement révolutionnaire, un vrai film expérimental et pas un film expérimental parce qu'il y a deux acteurs qui monologuent devant une fenêtre fermée pendant 2 plombes, quoi. C'est un vrai parti pris narratif qui prétend changer la manière dont on va faire le cinéma, parce qu'on tourne à 24 images secondes depuis quand même pas mal d'années, quoi. Et ce film-là, on ne lui donne pas la possibilité d'atteindre ses spectateurs. Parce que je me rappelle, c'est notre ami Julien Dupuis qui m'a raconté ça, mais par exemple, on réalise pas forcément, mais à une telle fréquence d'image, il y a une telle impression de réalité qui se dégage de l'image que du coup ça remet en cause toutes les manières précédentes de faire du cinéma. Et en l'occurrence, Julien m'a raconté, le maquillage, ça n'est plus du tout la même approche. On ne maquille plus les gens comme on les maquille pour un film à 24 images secondes. Le décor, c'est pareil, tout ça. Donc c'est un film sur lequel les gens ont énormément travaillé pour pouvoir changer les choses, et on ne pourra pas voir ça sur un écran en France. Voilà. Donc allez voir le film quand même, ça vaut le coup de le voir quand même, parce que voilà, surtout qu'il s'est planté aux États-Unis, la critique américaine l'a défoncé. Je pense qu'en France, je n'ai pas vu les premières critiques, mais je pense que les gens au minimum n'en auront rien à secouer, quoi. Et c'est comme d'hab, quand il y a quelqu'un, un visionnaire qui débarque avec quelque chose qui fait vraiment avancer les choses, tout le monde soit lui jette des œufs dessus, soit regarde en l'air en sifflotant. Et voilà, c'est comme d'hab, quoi. David. Oui, moi je rejoins ce que dit Arnaud, et on a effectivement un peu l'impression de découvrir un Velasquez au fond d'un couloir à travers une serrure. C'est vrai. C'est joliment dit. N'empêche qu'il y a quand même un chef-d'œuvre. Moi, c'est un film qui m'a sidéré. Le film est magnifique. Mais vraiment, je vais y revenir un peu dessus. Et presque la note positive que je peux essayer d'avoir, c'est je me souviens la première fois que j'ai vu à Amsterdam la chambre de Van Gogh à Arles, que j'avais dû voir 1 million de fois dans ma vie dans des livres, sur des écrans, sur des calendriers. Et le découvrir en vrai, c'est une émotion indescriptible. Et j'espère un jour vivre ça avec ce film d'Ang Lee, en le voyant, en le voyant dans les conditions pour réelles, en fait, de voir vraiment le film. De voir le vrai film. Ceci étant dit, c'est un film magnifique, et on peut et c'est important qu'on ait parlé de tout ça, et de ce que doit être le film, et de ce que doivent être les conditions de visionnage, parce que et en tout cas c'est un peu ce que j'ai ressenti. On peut essayer mentalement de se les projeter pendant la vision du film, et se dire, en voyant notamment notamment la cadence d'image dans des mouvements de caméra, rajoute de l'information à l'image et permettent de voir beaucoup plus de choses quand la caméra panote, par exemple. Alors que là, clairement, dans la version qu'on a vue, il y a des moments où l'image se floute, l'image s'abîme. Du souk par les soldats américains en Irak, là, il y a un travelling à 180 degrés, là, qui représente la vue du personnage, qui est parano, qui pense qu'il y a des ennemis partout. Et voilà, et là, ça saccade à mort. On perd toutes les informations. Il y a aussi la scène de la conférence de presse des soldats, où il y a un grand panneau sur les cheerleaders qui sont à côté, où là, on voit plus rien. En fait. On voit un grand flou de pompons. Et on perd l'immersion, quoi. Voilà. Je pense que l'immersion, elle était phénoménale à la base. Il y a une scène, juste après, je te laisse reprendre, David, rapidement, il y a une petite scène au milieu du film avec Tim Blake Nelson, là, le chanteur qui fait un peu l'acteur aussi au cinéma, on l'avait vu chez les frères Cohen, qui joue un pétrolier texan, un exploitant, et qui vient voir, de schiste aussi. Voilà, qui vient voir le sergent du jeune héros, et qui lui dit on est avec vous et tout, et en gros le sergent l'envoie péter, quoi, en lui disant vous comprenez pas, vous avez pas vécu ce qu'on a vécu, tout ça. Et après, une fois que le type tout gêné est reparti, quoi, le gars se ressaisit, et puis
Il dit à son voisin, il dit mais pourquoi je me suis comporté comme un con avec ce pauvre mec, quoi. Et je pense que dans cette scène, il y avait clairement une montée d'adrénaline à l'image, perceptible grâce à l'immersion justement, qui là n'y est quasiment plus, quoi. Donc on perçoit les bribes, l'écume. Voilà, l'écume. Et c'est encore une fois, c'est là où est vraiment le problème, quoi, je trouve. Et donc David. Oui, et effectivement, on constate pas mal de choses, notamment dans la manière de cadrer, la manière de filmer les visages, la manière de gérer les gros plans, qui laisse présager d'un univers graphique et visuel, voilà, qui a un potentiel assez important. Moi, même dans ces conditions, j'ai ressenti un moment, pour le coup, vraiment d'extase formelle dans la scène qui est le climax du film, qui est en fait un concert des Destiny's Child à la mi-temps, filmé de dos, enfin dans le dos des Destiny's Child, à la hauteur des soldats qui participent à un spectacle. Sans trop savoir ce qu'ils vont devoir y faire, d'ailleurs. Voilà, en étant un peu bousculé. C'est un moment hallucinant qui arrive en fait par la pure forme et par la pure mise en scène à dire une vérité vraiment ultra contemporaine, notamment sur notre société et aussi sur le stress post-traumatique et voilà un sujet qui a été traité avec plus ou moins de succès par le cinéma et qui là, vraiment pour moi atteint un niveau de vérité incroyable et l'ensemble du film en fait est extrêmement étonnant. Il y a notamment un choix de casting que je trouve assez audacieux qui fait intervenir pas mal d'acteurs comiques. Il y a Chris Tucker, Steve Martin, il y a un des jeunes soldats qui est un des acteurs de la série Broad City, Arturo Castro, qui s'appelle Arturo Castro, voilà, qui est excellent. Et tous ces personnages en fait mettent le film sur un fil assez particulier entre le sérieux, la comédie et le cynisme et l'ironie. C'est pour moi un des films les plus pertinents sur la guerre et les plus puissants peut-être depuis Starship Troopers, auquel pour le coup j'ai pas mal pensé dans le traitement et dans le rapport entre ces jeunes hommes et le rapport à la société, à la manière dont ils sont traités. Et puis vraiment, c'est un film extrêmement, extrêmement original, quoi. À la fois d'un point de vue formel, à la fois dans l'écriture, à la fois dans cette idée incroyable de suivre le parcours de ces soldats dans cette fanfaronnade organisée au milieu du match de foot et les rappels amenés par les flashbacks. Voilà, j'ai été vraiment sidéré par ce film. J'ai envie de le voir avec autant d'images par seconde que possible, en 3D, tout ce que vous voulez. Il faut absolument pas le laisser passer inaperçu, justement, pour avoir une chance de le découvrir un jour dans les conditions qu'on espère. Apparemment, il va sortir sur très peu de copies, je crois. Oui, il sort de manière très discrète, oui, tout à fait. Alors, si j'ai le temps encore, Thomas. Tout à fait. Le truc aussi, c'est peut-être, on l'a pas justement assez précisé, mais tu viens de le dire, David, à l'instant. C'est en gros, le film se passe sur une soirée. Hein, oui. Et, pas une journée. Une journée, voilà. Et qui aboutit à cette soirée donc, de célébration là, pour leur retour au pays, là, des jeunes soldats. Et donc, là, ce qu'ils ont vécu, le traumatisme qu'ils ont vécu en Irak, va ressurgir effectivement par le biais de flashbacks à l'intérieur de la nation. Et la plupart du temps, ces flashbacks déclenchés par des micro-événements qui les ramènent à ce qu'ils ont vécu là-bas. Donc, c'est la matérialisation idéale de ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique des soldats qui ont fait la guerre. Le PTSD. Moi, ce que je trouve, justement, ces scènes qui sont assez hallucinantes, effectivement, les scènes de guerre qui surgissent comme ça au milieu du spectacle, je pense que là aussi,
la 3D et la vitesse de défilement qu'avait choisi Ang Lee à la base devait pas y être pour rien. Et ça m'a fait penser en fait à The Hurt Locker de Catherine Bigelow. Je me rappelle Des mineurs. Des mineurs, voilà. Ouais. Parce que il y avait ce projet de mise en scène au cœur de son film et qui était formidable. C'était de montrer le retour au pays justement des soldats filmés de manière assez terne, un peu comme un film français, quoi. Et au contraire. Décidément, le cinéma français en proportion grade ce soir. Voilà, Monsieur Bordas. oui, non, mais allons-y. Et par contre, les scènes de déminage en Irak, là-bas, sur le terrain, les scènes de guerre, la scène de sniping formidable qu'il y a au milieu du film. Bigelow, elle avait fait exprès justement de travailler l'image, de travailler le son. Le son était hallucinant. Il y avait un travail sur le son phénoménal pour pouvoir décupler, elle disait, donner l'impression d'une sorte de shoot d'adrénaline aux spectateurs sur ces scènes-là pour montrer aux spectateurs à quel point les soldats étaient accros à ça, quoi. Était devenu accro à ça. Et donc je pense que ce qu'elle a fait, elle, avec les moyens, on va dire classiques entre guillemets, quoi, du cinéma, je pense que c'était au cœur de ce que voulait faire Ang Lee justement sur ces scènes de guerre. C'était montrer justement ces scènes qui sortaient comme ça de la réalité, quoi, pour ainsi dire, et de frapper le spectateur avec ça. Et c'est évidemment, encore une fois, c'est très dommage de pas pouvoir les voir comme ça. Et on retrouve d'ailleurs le travail sur le son, puisque tu en parles dans le film d'Ang Lee, puisqu'il y a notamment pas mal de rappels de sons qui sont censés être des sons un peu quotidiens, ou en tout cas des sons qui ne sont pas des sons de la guerre, et qui replongent en permanence Billy Lynn dans les scènes de guerre. Je pense notamment à la scène du repas avec sa famille de Texans, quand sa mère tape sur la table d'un seul coup, les pétards, ou les pétards évidemment à la soirée, mais là pour le coup, mais là pour le coup c'est carrément même une recréation de la guerre, parce qu'il chante la chanson Soldier de Destiny's Child, et donc c'est carrément là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que vu dans son format original, je pense que ça doit être un film formidablement éprouvant, quoi. Mais moi j'ai déjà trouvé ça éprouvant rien que dans ce format-là. J'ai trouvé notamment la scène dont parlait David, la fameuse scène sur scène, d'une violence incroyable. Très très violente, alors qu'elle démarre sur une note un peu humoristique. Moi j'ai pas tout à fait m'en dire. Moi j'avais l'impression de voir quelque chose d'incroyable, mais que j'arrivais pas à toucher, quoi. Je restais un peu sur le bas côté, quoi. Mais bon, on reste sur la métaphore du trou de serrure dont parlait David au début. Pour conclure, messieurs, on prend quand même le temps de quelques petites recommandations. C'est la tradition, après tout, c'est important les traditions. On peut rester dans l'univers d'Ang Lee ou des films en avance sur leur temps, mais c'est pas obligé. Arnaud. Alors écoute, je sais pas, ça va dépendre. Tu veux pas dire David, parce que on peut dire David. Alors David, vas-y, commence. Alors moi j'ai une reco qui n'est pas un film mais un livre qui est un essai qui s'appelle La démocratie est un art martial, écrit par Christophe Benet, qui est un ami mais ça n'empêche pas qu'il faut suivre mon conseil. C'est un essai qui alors qu'on trouve parfois en librairie au rayon philosophie ou politique, mais qui est un essai de cinéma et qui illustre essentiellement par le cinéma américain la manière dont nos sociétés contemporaines, démocratiques, sont infiltrées par les images de la guerre et par la guerre en général. C'est un livre qui a été publié, je crois, en 2014 ou 2015. C'était déjà avant que notamment les rues de Paris soient peuplées de militaires en armes. C'est un livre passionnant et qui fera forcément écho au film d'Ang Lee. Arnaud, c'est bon ? Tu as retrouvé tes esprits ? Non, mais c'était si David avait choisi l'Odyssée de Pi, je voulais pas le voler du truc. Totalement mignon. Mais ouais, bah l'Odyssée. Non, mais en fait, je vais faire autre chose. On recommande quand même. l'Odyssée de Pi, c'est vachement bien. Ouais, l'Odyssée de Pi, ouais, forcément. Mais non, mais puisqu'on est journaliste, moi j'aime bien recommander souvent des magazines qui m'ont marqué, des numéros. Et je vais recommander le Starfix numéro 74. J'étais sûr que tu allais parler de Starfix. Le Starfix numéro 74 de été 89, ça devait être juillet, je pense. Il y avait Indy 3 en couverture et moi je me rappelle, je l'avais acheté parce qu'il y avait marqué Indy 3, on l'a vu, point d'exclamation. Mais dedans, dans ce magazine, il y avait un encart assez important à l'intérieur, agrafé, sur le Shawscan, qui était une création à l'époque de Douglas Trumbull, ce grand directeur des effets visuels qui était l'invité de la Cinémathèque récemment. Et voilà, si vous arrivez par le biais d'Internet On peut peut-être expliquer juste ce que c'est le Shawscan. Le Shawscan, c'était un peu l'ancêtre du high frame rate, quoi, et ce grand expérimentateur high frame rate, c'est donc la cadence d'image, la vitesse de défilement de l'image, et donc c'était arrivé en fait surtout à avoir une image dont la définition soit tellement parfaite
parce que c'est ça qu'Ang Lee voulait aussi, que ça finisse par nous immerger dans l'image et que ça ressemble à la réalité en fait, quoi. Voilà. Et donc le Shoscan, c'était une méthode de filmage qu'avait inventé Douglas Trumbull, qui n'a pas percé. Qui a été une fois de plus, qui s'est heurté à l'incrédulité de ses contemporains, et c'est bien dommage parce que c'était quelque chose d'assez fascinant, mais bon, on ne sait pas, on verra les évolutions à venir finiront peut-être par donner raison à Douglas Trumbull. Voilà. Starfix numéro 74, été 89. D'ailleurs, il y a un très beau livre, un beau livre comme on dit, sur Starfix qui est sorti, je crois, juste avant Noël, qui s'appelle Le cinéma de Starfix, je crois. Le cinéma du futur, je crois. Le cinéma du futur, je ne me rappelle plus du titre. On mettra la référence sur le SoundCloud de nos ciné, mais c'est vraiment un très très beau livre, passionnant pour ceux notamment. Un peu toute l'épopée de la revue. Pour ceux qui n'ont pas connu Starfix comme moi, qui était trop jeune, c'était un bon moyen de redécouvrir. Et puis une fois n'est pas coutume, moi je vais faire une petite reco aussi, puisque David est là. David, tu viens de lancer une newsletter qui s'appelle Calmos. Tu peux nous en dire un petit mot sur le concept, comment ça marche, comment on s'abonne? Oui, alors à l'âge des réseaux sociaux où tous les teasers, les trailers défilent toutes les secondes dans nos timelines, on a lancé avec un ami qui s'appelle Hugo Alexandre et qui participe au podcast MDR de lancer une newsletter. Le principe, donc, c'est un mail que vous recevez chaque semaine le jeudi dans votre boîte mail. Vous allez vous inscrire sur calmos.net et on parle de l'actu ciné, mais aussi de choses plus anciennes, avec des citations, des petits portraits, des choses comme ça. Il y a toujours un rébus insoluble à la fin. Ah, tu dis rébus? Moi, j'ai pas réussi. Un rébus. Moi, j'ai toujours dit rébus. C'est parce que tu es du Sud. Ouais, sans doute. Et donc voilà. J'ai pas réussi le rébus. Vous pouvez vous y abonner et on prépare surtout des vidéos d'analyse cinéma sous l'étendard Calmos. Et donc le site pour s'abonner, calmos.net. Calmos, c'est en référence à billets, c'est ça? Bah, évidemment. Magnifique. Super belle référence. On peut donner de l'argent? On peut donner de l'argent si tu veux. Si tu as ton chéquier, tu peux donner un chèque à David en partant. En attendant, notre temps a été écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. N'hésitez pas, si vous utilisez iTunes pour nous écouter, à nous laisser une bonne note. Plus on a d'étoiles, plus on est content parce qu'on a des plaisirs simples. En attendant tout ça, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.